Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. C'est par un très bel après-midi ensoleillé, mais très froid, glacial, dirait-on, à moins 20 degrés Celsius, que nous nous sommes rendus sur un viaduc au-dessus d'une autoroute pour le Vidéorandia du samedi 29 janvier 2022, le Vidéorandia numéro 5. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde. Notre invité Alain Niala, philosophe consultant. Sur le thème « La réalité, c'est ce qu'on voit ». La réalité, c'est ce qu'on voit. Mais oui, il y avait beaucoup de gens de la région de Mont-Saint-Hilaire ici au-dessus de l'autoroute 20, comme un peu partout dans la province de Québec ainsi qu'à travers le Canada. Des gens sont venus manifester leur appui aux camionneurs transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis. Montrez-moi donc votre pancarte. Super. Voilà, c'est le jour J, hein? C'est le jour où ça se passait, le vendredi, avant le fameux samedi où il y a eu le convoi de la liberté. Ben oui, on est encore non loin du Mont-Saint-Hilaire, comme vous voyez. Puis on a déjà plein de monde qui ont des choses à manifester. On est sur le viaduc ici, au-dessus de l'autoroute. Le gros du convoi est déjà passé. On voit maintenant que les gens reprennent leur pancarte et retournent à la maison lentement. Vous savez, ça me rappelle l'époque des Indiens qui passaient ici sur la rivière Richelieu. Puis ils s'en allaient où? Ils s'en allaient à des powwows. Ben, des powwows, c'est le moment où les Indiens, sur le sentier de la guerre, se suivaient à la queue leu-leu, à la file indienne, comme on dirait, pour aller se réunir et décider des stratégies pour soit fêter une victoire passée ou se préparer à une prochaine attaque. Alors le powwow, ben, c'était un nom donné par les Indiens à l'époque, les Amérindiens qu'on appelle. Les services de l'ordre de Mont-Saint-Hilaire étaient ici, en prévision de cette manifestation monstre sur le bord de l'autoroute 20, qui conduit les camionneurs de la ville de Québec ou de la région de Québec vers la ville d'Ottawa. Québec, un nom amérindien. Ottawa, même chose. Alors il faut être au courant. Il y a beaucoup d'Amérindiens dans ce qui se passe aujourd'hui. On les entend, ils manifestent. On est vendredi, la veille de l'événement. Alors suis-moi Geneviève, on va passer devant tout le monde ici. Puis le plus étonnant de tout ça, c'est que pendant qu'il y a une manifestation, je pourrais dire monstre, ben, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une parade qui existe. C'est assez incroyable, hein? Ça se passe comme ça, un peu partout dans le monde. Et les gens qui savent qu'il y a une parade peuvent même venir manifester sur les viaducs comme ici pour montrer leur appui. Et encore une fois, comme dans toutes les parades, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a une parade qui passe. Et d'autres qui vont faire semblant de ne pas le savoir. Ils veulent éviter d'être concernés. La chose la plus surprenante,
concernant les Amérindiens, les Indiens, c'est que autrefois, lorsqu'ils étaient sur le sentier de la guerre, à la file indienne, ils faisaient un son, pas des trompettes des camions comme aujourd'hui, des klaxons, bip, 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 non, ils faisaient ça ressemble. Plus ça change, plus c'est pareil, hein? Alors, ça n'arrête pas, hein? Évidemment, c'est normal qu'il y ait un trafic, mais que autant de camions signalent en klaxonnant, c'est vraiment le signe de leur adhésion. Ça se passait le vendredi 28 janvier 2022. La veille du fameux samedi 29 janvier 2022. Et la réunion a eu lieu à Ottawa. Ottawa, tiens, encore un nom amérindien. Vous savez ce que ça veut dire, Ottawa? Ça voulait dire l'endroit du commerce. L'endroit du commerce. Ça a été choisi comme la capitale du Canada, Ottawa. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On le voit très bien en comparaison de l'autre côté qui amène les gens vers la ville de Québec. Québec, encore un autre nom amérindien, qui veut dire passage étroit ou lieu où on débarque. L'endroit où le fleuve devient plus petit, et ça leur permet à ce moment-là de sortir pour aller dans la ville. Ça passe, ça là. passe. Il y en a pas mal qui arrivent, là. Ah non! Oui. Ah! On dit ça à la radio? OK. Le convoi dans mes oreilles ici, j'entends toutes les discussions qui ont quitté. C'est ça, ils passent. Il y a une partie qui est déjà rendue à Saint-Hyacinthe, puis il y a une autre. Oh, donc dans 15 minutes à peu près, ils vont être ici. À peu près. OK, merci. On va aller se réchauffer. Ok, c'est ça, il y a d'autres mondes qui arrivent. Ah ben oui, ça a continué comme ça le reste de la journée. Mais pour le moment, nous, on va se retrouver en studio au chaud avec notre invité. Moment de réflexion, d'émission. Oui, on est de retour dans le studio. Êtes-vous en route? Veux pas, hein? On est sur le chemin. On va aller quelque part. On ne sait pas où on va aboutir, mais on sait qu'on y va. Ben oui, on dit qu'on est dans une période charnière, dans un moment difficile dans notre vie actuellement. Et on dit souvent, il faut prendre ça avec philosophie. Vous savez ce que ça veut dire? Ben moi, j'aimerais le savoir clairement. Et qui de mieux placé pour dire qu'est-ce que c'est que de dire prendre la vie avec philosophie que de parler à un philosophe? Ben oui. Et vous le connaissez très bien, il s'agit d'Alain Niala. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ben oui, philosophe, toujours philosophe. On essaye. T'as pas changé d'emploi durant cette pandémie, là? Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, le temps passe, c'est sûr. Puis il s'en passe beaucoup, mais entre-temps, j'ai déménagé. Mais Oh, déménager, hein, c'est quelque chose moi, quand même oui, dans la mais vie. je me suis bien installé. Donc, finalement, j'ai une belle qualité de vie. Alors, c'est quoi une belle qualité de vie par rapport à la philosophie? C'est que ça donne une base pour rester calme, Ouais. puis être d'une façon ou d'une autre à la recherche de la sagesse. Hein. Philosophie, ça vient du grec, les deux racines de aimer et la sagesse. Hein. Philos, c'est philos. aimer, puis Oui, Sophia, Sophia. sagesse. Ouais. Ben oui, c'est ça. Donc, à quelque part, c'est la recherche de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est un peu trouver l'équilibre. Trouver la voie du milieu entre les différents contraires, trouver l'harmonie entre soi et le monde. C'est un peu similaire à ce que les Chinois appellent la voie du Tao. Là. Ah oui, OK. Mais dans un temps chaotique comme celui qu'on vit présentement, comment garder l'équilibre alors que c'est la tourmente, c'est l'orage, le bateau cante dans tous les côtés, oui?
on peut s'entendre sur le fait que c'est difficile pour certains. Et ça, c'est sûr que on peut pas non plus minimiser, simplement suggérer que les gens devraient être calmes ou qu'ils devraient cultiver la sagesse. Ça dépend des situations dans lesquelles on se retrouve. Il y a des gens pour qui la période est particulièrement difficile. Et ça envenime même, justement, tout le climat social. Il y a des groupes sociaux qui sont déchirés, des familles qui sont déchirées par différentes situations, par différents drames, par différents points de vue aussi au niveau idéologique, au niveau... Donc, effectivement, cultiver la sagesse dans un contexte qui est difficile comme ça, ben c'est difficile. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose d'instantané ou qu'il y a une recette particulière. C'est plutôt comme une démarche. Et pour ça, il s'agit de rester le plus possible collé à la vie, à notre propre vie, intérieure et extérieure, collé au réel. Il y a un certain besoin d'être rationnel, pas exclusivement, parce qu'il faut être à l'écoute des émotions aussi, mais trouver justement l'équilibre entre la tête et le cœur, l'aspect rationnel puis l'aspect intuitif. En fin de compte, beaucoup l'équilibre entre les 4 éléments. Hein. Je cultive, moi, cette idée là, que l'harmonie n'est pas rien qu'à chercher entre 2 pôles, mais en 4. Entre, si on peut dire, le feu, qui est lié à la passion, à la volonté puis à l'intuition. L'eau qui est plus reliée à la vie émotionnelle. L'air qui est plus relié au mental, puis la terre qui est plus reliée aux sensations. Une des grandes difficultés qu'on a dans une situation comme celle-ci, c'est que on regarde la réalité avec ces différentes forces-là. On est tous faits de différents types énergétiques. Hein. Il y a des gens qui sont plus physiques, qui sont plus instinctifs, chez qui les sensations priment. Il y en a d'autres qui sont plus émotionnels. Sensibles, chez qui les émotions vont primer, évidemment. D'autres qui sont plus intellectuels, donc ils veulent réfléchir les choses. Mais de cette façon-là, évidemment, ils peuvent être plus rationnels et ça va les aider à rationaliser les situations, mais évidemment, idéalement, pas en étant déconnecté du cœur ou pas en étant déconnecté des sensations. C'est toujours ça, la difficulté. L'intuition, c'est encore une autre dimension. Trop de gens les confondent avec l'émotion. C'est le feu, c'est relié à la volonté, c'est relié à une autre façon de percevoir. Ensuite, l'autre polarité classique qui est difficile aussi à complètement démêler, c'est la fameuse différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est banalisé en psychologie, c'est une observation assez commune, mais il y a des gens qui sont plus extravertis et il y a des gens qui sont plus introvertis. Alors, c'est sûr qu'en pleine période de confinement, les caractères plus introvertis, à quelque part, vont moins souffrir. Parce qu'ils ont comme une affinité avec le fait de regarder dans leur vie intérieure, d'être à l'écoute, d'être plus, pas isolés, là, mais oui, plus dans leur vie intérieure. Par opposition à des gens qui sont de nature plus extrovertie, qui ont absolument besoin des contacts sociaux pour se sentir en santé. Là, évidemment, en pleine période de confinement, c'est beaucoup plus difficile. Alors, la recherche de l'équilibre va faire que même des personnes extroverties doivent apprendre une certaine dose d'introversion qui peuvent leur convenir. Puis, même les personnes introverties, évidemment, en période de confinement, ont moins de difficultés, mais ils vont finir par en souffrir aussi. Là. Parce qu'on n'est jamais totalement un type. Oui, c'est ça. Oui. Mais comment gérer avec les voisins, avec les autres? Comment y en arriver avec une harmonie alors qu'on est si variés, si différents? C'est quasiment impossible de vouloir obtenir un consensus. Hein? Si on veut aller par là, les autres vont vouloir aller par là, puis d'autres vont vouloir aller en haut, d'autres vont... Oui, ça, c'est une difficulté majeure. Elle est plus sociale ou politique comme difficulté. De point de vue philosophique, la philosophie est mieux
contempler ces polarités-là puis essayer de les réconcilier, mais elle n'aboutit pas nécessairement à des consensus. Là, on pose un autre problème fondamental. C'est que qu'est-ce qui caractérise l'espèce humaine? Il y a des questions qui ont été posées par certains chercheurs, anthropologues, puis à un moment donné, on peut en venir à la conclusion que c'est quelque chose de très précis, en fait, de très simple. C'est en fait l'intelligence collective. Parce que quand tu regardes les animaux, ben, ils sont adaptés à leur environnement sans problème. Hein. Ils ont, chaque animal va avoir à quelque part un pouvoir qui est supérieur à celui d'un être humain. Un faucon a une bien meilleure vue qu'un être humain. Un tigre a une bien meilleure musculature, et des moyens de défense ou d'attaque infiniment plus grands qu'un être humain. Un oiseau vole, un être humain ne le fait pas. Un dauphin peut nager sous l'eau pendant de longues périodes de temps, un humain ne le fait pas. Donc, curieusement, l'être humain, sur l'adaptation à son environnement, il partait pas gagnant. Un singe nu, pas de poils, mais il a développé l'intelligence collective, ce qui fait que les apprentissages qu'un individu faisait pouvaient être transmis à un autre, qui étaient transmis à un autre, à la fois horizontalement, pour ainsi dire, dans la société de proche en proche, mais aussi dans le temps. Donc, il y a des traditions qui vont se développer, il y a des enseignements qui vont se développer, les apprentissages vont être transmissibles. Et ça s'est échelonné sur des siècles. On est arrivé à une évolution extraordinaire avec toutes sortes de niveaux de connaissances, qu'elles soient spirituelles, ésotériques, psychologiques, anthropologiques, scientifiques, médicales, etc. L'être humain, c'est aussi très spécialisé. Là, on commence à voir poindre le verre dans la pomme. C'est que cette intelligence extraordinaire et collective, c'est en même temps morcelé. Et en particulier, ça arrive tout le temps dans les moments où il y a un déclin d'une société X, comme au moment de la chute de l'Empire romain, ben, ça a été relativement épouvantable. Les traditions qui faisaient que les êtres humains pouvaient savoir que la Terre était une sphère se sont perdues pendant le Moyen Âge. À la suite de la chute de l'Empire romain, l'information s'est remise à circuler, mais grâce à des moines qui copiaient des textes grecs, de façon très underground d'une certaine façon, pour réapparaître à la Renaissance sous une forme qui s'est redéveloppée de façon assez spectaculaire. Ben, tout ça pour dire que dans le moment, sans qu'on les choses soient toujours pareilles, mais il y a comme une espèce de répétition historique. On est un peu dans la chute de l'Empire américain, avec donc cette même forme de désintégration des valeurs, des repères, des connaissances même. Ben, en même temps, il y a des niveaux où la science est rendue à un très, très, très haut niveau, mais il y a aussi d'autres niveaux où elle se perd dans la culture, ou est contestée. Donc, il y a une espèce effectivement, de chaos sur ce plan-là aussi, parce qu'on est dans une période de transition comme ça. Il y a un éclatement des points de vue, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, mais qui est comme la nature même de la bête, la nature même du problème. Mm-hmm. C'est que les consensus sociaux deviennent plus difficiles à faire. Alors, c'est complexe, ça, parce que c'est une richesse que des connaissances puissent être réévaluées, contestées. C'est ce qui fait avancer l'histoire. Donc, à quelque part, il y a un moteur là-dedans. C'est bienvenu. Mais il y a évidemment des moments où ça devient excessif et que ça empêche la connaissance disons, d'être partagée, d'être à tous les niveaux en même temps. Il y a, dans les développements, par exemple, de la physique quantique, des notions qui n'ont pas du tout atteint beaucoup de couches de la population. Je veux dire, la grande majorité de la population ne savent pas tout ce que ça implique. La révolution cognitive que ça implique. Alors, en fait, on est aux prises avec une connaissance qui a, d'une part, de longues traces dans le passé,
puis en même temps, qui a une vue vers l'avenir. Puis nous, au présent, on est à croiser les chemins entre ces traditions qui nous viennent du passé, puis ces connaissances qui nous viennent du futur. Et c'est très difficile à assimiler, en fin de compte. C'est un très grand défi. Mais quand tu nous dis qu'ils viennent du futur, de quelle façon? Parce que là, on commence à penser c'est de la voyance, c'est de la prospective. À partir de maintenant, on essaie d'élaborer une théorie sur, dans le futur, on devrait développer, entre autres, l'intelligence artificielle, la robotique. Oui, c'est ça. En fait, la connaissance elle-même, il n'y a pas du futur. Je me suis laissé emporter. À moins d'avoir des contacts avec des extraterrestres. Non, effectivement, il y a toutes sortes de façons d'interpréter ce que je suis en train de dire, puis qui sont, je m'en vais là aussi, mais c'était pas ça que je voulais dire. Puis moi, ça m'a ouvert une piste. Actuelle, hein? Ça m'a ouvert une piste où j'aimerais, juste avant que tu ailles plus loin dans l'élaboration, au départ, en disant, les êtres humains sont mal pris parce que d'abord, ils n'ont pas la vision que l'aigle a. Oui, mais il a développé les lunettes. Il n'y a pas la force physique. Oui, mais on a développé des moteurs, on a développé des véhicules. Les animaux n'ont pas de véhicules. Ils sont pris tout nus comme ils sont. On a des vêtements pour se réchauffer si on est tout nu puis qu'on aurait froid. On a développé autour de soi tous des appareils qui nous permettent de suppléer et même améliorer beaucoup le sort d'un animal en tant qu'être humain le plus faible à un premier abord est devenu peut-être le roi des animaux parce qu'il est capable de dominer sur tout dans toutes les situations. C'est devenu l'espèce dominante sur la planète. Bon, maintenant, l'autre remarque que j'aurais à faire dans l'exposé que tu viens de nous faire, qui est très intéressant, qui est une introduction, dans le fond. Tu as parlé de l'Empire romain. Il faut dire que l'Empire grec, la civilisation grecque était passée juste avant. Et d'ici quelques semaines, je reçois un professeur d'université qui vient, lui, élaborer sur pourquoi les philosophes de l'époque grecque ont marqué l'histoire de toute l'humanité, puisqu'on fait encore référence à ces Grecs-là, d'autant plus que quand on parle des choses qu'on ne faut pas mentionner, là, on leur donne toutes des lettres grecques. Alpha, delta, omicron, tu sais, on revient encore à l'époque des Grecs, comme si, puis voilà ma question, ou ma réflexion, parce que c'est peut-être pas dans le domaine du philosophe, mais comment se fait-il que, après les Grecs, tu as eu l'Empire romain qui est arrivé avec ses gros sabots, puis c'est ça. Là, on a l'impression qu'on a perdu 1500 ans environ, comme tu le laisses entendre, le Moyen-Âge, qu'on appelle en anglais le Dark Ages, donc l'âge sombre, et ces 1500 ans-là sont les conséquences d'un événement qui ressemble à ce qu'on est en train de vivre présentement. Exactement, oui, c'est ça. Oh, tu es d'accord avec ça, Alain? Alors là, là, on va vivre une rotule qui va nous amener à vivre un changement alors qu'on avait développé avec l'âge des Lumières, avec le développement de la science, puis on est arrivé au post-industriel, post-électronique, on est rendu dans le quantique. Où est-ce qu'on va aboutir? Ah, donnez-vous au moins 1500 ans, vous verrez bien. C'est tout ça qu'il faut dire? Dans un sens, oui, dans un autre, non, parce que l'histoire se répète jamais de la même façon. Elle a tendance à se répéter, c'est-à-dire qu'il y a des patterns, un peu comme un mouvement fractal ou des harmoniques en musique. Ou des cycles. Il y a des cycles, mais aussi des résonances. C'est-à-dire que, en plus du fait que c'est cyclique, il y a aussi le fait que c'est comme ça résonne comme des échos. Ah oui, la note do d'un clavier, une octave plus haut, c'est encore do, puis un autre do, mais la vibration monte à chaque fois. Par contre, quand on passe d'une note à l'autre, ce qui caractérise le passage d'une octave à l'autre, c'est que le nombre de vibrations dans la fréquence double. Oui. Alors, d'une certaine façon, ça veut dire que ça prendrait pas autant d'années. Il y a une accélération de l'histoire. Donc, il y a les mêmes phénomènes fractals, mais parce que c'est une autre harmonique, ces développements-là prendront vraiment pas le même nombre d'années. Même si on fait sur le clavier de piano, mettons, ou de synthétiseur comme tu connais bien, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça prend le même temps avec les doigts pour passer d'une octave à l'autre octave. Non, mais donc, aux générations d'humains de passer d'une étape à une autre étape. Oui, mais la vibration est plus haute.
Oui, mais le nombre de vibrations Oui. dans la note qui est à l'octave suivante est le double de celui de la précédente. Oui. Mais pour y arriver, elle nous demande autant de temps et d'efforts et d'espace-temps pour en arriver là. Pas en termes de fréquence, là. C'est ça mon analogie. Pense plutôt aux fréquences qui sont produites. Quand tu parles d'une harmonique à une octave plus haut, les vibrations dans cette harmonique-là sont 2 fois plus rapides. Oui. C'est ça dont je parle. Donc, c'est ça dont je parle quand je parle de l'accélération de l'histoire. Je ne veux pas d'un fleur de tapis. Là, non, d'accord, mais c'est parce que... Autrement dit, il faut se donner du temps entre chaque cycle. Là, la civilisation, même avant les Grecs et les Romains dont on parlait, on pourrait croire qu'il y avait une civilisation très avancée, peut-être à l'époque je dirais même pas l'Égypte. L'Égypte, avec les pyramides, c'est le restant de ce qui était la grande civilisation glorieuse d'avant l'Égypte. On parlerait dans la tradition de l'Atlantide. Et il y a eu un effondrement. Ça a pris à eux autres aussi... très longtemps aussi. 7, 8, 10 000 ans. Là. Ça, pour l'Atlantide, je sais pas. Oui, comme tu dis, ça aurait pris 10 ans, disons 12 000 ans. Tu arrives après ça à l'Égypte, qui était un pâle reflet de ce qu'était l'Atlantide. Mais là, après, ils sont finalement arrivés à la Grèce et Rome, qui est venu bousculer la Grèce, avec la civilisation, les bottes, puis la guerre et tout. Mais c'est pas eux les plus grands penseurs, c'était d'abord les Grecs. Et là, on a attendu 1700 ans avant d'arriver au siècle des Lumières, et comme tu nous dis, ça accélère. Alors, si on va dans ta piste, ça veut dire que ça ne prendra pas 1700 ans pour l'éclosion d'une nouvelle étape de civilisation humaine sur la Terre. Non, probablement pas. Peut-être quoi, 500 ans? 700? 500? Ah, ben là, je ne sais pas. C'est sûr que c'est à l'usage qu'on va le voir. Mais on regarde comment l'histoire se développe et à la vitesse à laquelle elle se développe. Oui. On peut penser vraiment que non, c'est moins de temps. C'est une fraction. Pas une infiniment petite fraction, mais c'est une fraction. Probablement même moins que ça. Mais ça dépend aussi, c'est quoi le point d'arrivée, là? Parce que c'est on dira avec toi, ça va doubler. La conscience va fonctionner 2 fois plus, 2 fois, double. Oui. C'est pas tellement la conscience tellement que c'est fréquence. C'est cru à dire, mais c'est la fréquence. Donc, c'est la quantité d'informations qui peut être absorbée dans une période. Oui, OK. C'est ça l'idée. La conscience elle-même, c'est pas mal tout le temps le même phénomène. C'est la conscience. Mais qu'est-ce qu'elle contient? Ça, c'est capable d'augmentation de fréquence. C'est ça l'idée. Et donc, d'augmentation de niveau, si on peut dire. Et donc, ça, c'est assez fascinant, puis c'est une façon d'illustrer plein de problèmes qu'on a. C'est comme devenu des guerres de religion. La religion, c'est relier les uns les autres, se relier aux autres, mais on veut qu'on se relie en autant que les autres pensent comme nous. Oui, c'est ça. C'est ça que j'avais commencé à dire, puis qui est un petit peu difficile à articuler. C'est que les religions, pour le meilleur et pour le pire, n'en déplaise à certains, en fait, ils font partie de ce que j'avais commencé à illustrer en parlant du courant de l'histoire. C'est comme si dans la psyché, il y a un courant de l'intelligence, cette fameuse intelligence collective est comme faite de courant de pensée. Mais évidemment, très naturellement, c'est même au départ une bonne chose, mais l'arrivée, ça pose problème, c'est que ces courants-là nous viennent du passé. Ce sont des traditions. Alors, à quelque part, dans une société qui est confrontée à des défis nouveaux, extrêmement nombreux, à de nouveaux paradigmes scientifiques, à de nouveaux développements technologiques, médicaux, etc., ça frappe un genre de mur parce que la tradition n'est pas nécessairement équipée pour interpréter le monde nouveau. Et c'est là que cette notion d'être présent pour observer ce qui est, puis même être à l'écoute de ce que le futur nous envoie comme message, là, ça devient très, très intriguant. Et c'est complexe parce que ça crée dans les différents points de vue toutes sortes d'informations qui peuvent être très riches, mais qui sont pas dénuées du potentiel d'amener beaucoup de distorsions aussi. Ça, c'est la fameuse notion entre utopie et dystopie que tu évoquais.
Est-ce que notre perception du monde est utopiste, auquel cas elle n'est pas réaliste, hein? On rêve d'un monde parfait, mais si on regarde, il ne l'est pas, ou est-ce qu'elle est dystopique, et là, dans ce sens-là, elle est de nouveau pas réaliste, dans le sens qu'elle voit le monde pire qu'il est, d'une certaine façon. Donc, à quelque part, il y a ça qui oppose les perceptions, parce que c'est tout à fait à la mode de développer des visions dystopiques du monde. C'est fréquent au cinéma, c'est même riche, c'est intéressant. Donc, le monde va aller en empirant. Les films de science-fiction, les récits de science-fiction nous décrivent des mondes qui sont inhumains, etc. Et on se retrouve, nous, dans des situations qui nous apparaissent extrêmement semblables à ces visions dystopiques. Mais, à quelque part, c'est aussi une distorsion de notre perception. À l'envers, d'autres vont développer des visions utopiques. Alors, ça serait donc parfait si tout le monde s'aimait. C'est vrai. C'est un peu le genre d'idée dont j'aimerais faire la promotion. Mais c'est simpliste. En réalité, c'est pas réaliste à cause de la pluralité des points de vue. Donc, quand on a un point de vue à défendre, des intérêts à défendre, c'est difficile. Dans les chicanes qu'on voit souvent entre nous, en particulier à la lumière de cette crise-là, c'est fréquent de s'entendre crier d'une façon ou d'une autre l'insulte d'être idiot, que l'autre est un idiot. J'aimerais plaisanter philosophiquement en rappelant que le terme a une origine complexe et qu'elle est intéressante si on regarde son aspect ésotérique. Un idiot au sens commun, évidemment, c'est un imbécile, c'est un épais, il y a toutes sortes de termes péjoratifs qu'on peut projeter sur un interlocuteur dont on ne veut pas accepter le point de vue. Et ça vient d'ailleurs du latin idiotia, qui veut dire sot, imbécile. Mais chez les Grecs, évidemment, encore une fois, si on remonte un peu avant, quand ceux qui étaient un peu plus civilisés, il y avait une subtilité. C'est un terme qui était péjoratif, mais il y avait une subtilité. Ça vient d'une racine qui veut dire que c'est particulier. En fait, ce que ça suggère, c'est qu'il y a un ego là, derrière ça. Un ego. Oui, un ego. C'est que un idiot, c'est quelqu'un qui a un point de vue particulier, comme dans le mot idiosyncratique. Oui. Il est le seul à avoir ce point de vue-là. Tu sais, c'est comme, il est refermé sur lui-même. Les Grecs disaient qu'un idiot, c'est quelqu'un qui participe pas à la vie publique de la République. Un marginal. Un marginal, oui. C'est pour ça dit pas complotiste, là. On dit pas complotiste, là. On dit marginal, c'est pas pareil. Là. On pourrait dire complotiste, mais encore là, faut pas simplifier. Non, mais je vais aller plus loin, justement. Ceux qui traitent les complotistes d'idiots font ce que je dis, et l'inverse, là. Les complotistes traitent évidemment ceux qui appellent des moutons d'idiots, là, ça revient au même. Mais si on regarde le sens du mot, et c'est dur là, à digérer ou à accepter, c'est que ça veut dire que c'est un point de vue qui est replié sur lui-même. Et Gurdjieff avait un enseignement ésotérique de très haut niveau. Et il a dit que son livre sur les idiots, c'était le meilleur qu'il avait jamais écrit. Et il n'a jamais été publié. Mais il a été écrit. Comment tu sais qu'il a été écrit s'il n'a pas été publié? Il y a une thèse qui suppose que c'est une forme du livre qui a été publié comme La vie n'est réelle que lorsque je suis. Mais bon, ça, c'est des débats d'intellectuels. C'est pas là où je veux aller. Là où je veux aller, c'est que Gurdjieff faisait des toasts aux idiots. Quand il y avait des soupers où il partageait des soupers entre lui et ses disciples ou ses amis, des soupers qu'on appelait des soupers invocatoires où certaines sagesses étaient invoquées, où des enseignements pouvaient être donnés, etc. À différents moments, il levait son verre parce qu'il aimait beaucoup boire de l'armagnac et du vin. Et il levait son verre et il faisait un toast aux idiots. Alors, aux idiots carrés, aux idiots en zigzag, aux idiots ordinaires, et dépendamment. Il y avait toutes sortes de termes comme ça, et ce que le public ignore, c'est qu'il y avait 21 types d'idiots, exactement comme les 21
de l'arcane majeur du tarot, si Ben tu veux. oui, c'est ça. Et ils étaient en gradation de conscience. OK. Alors, chaque idiot était supérieur au suivant, là. Puis le dernier, c'était le créateur lui-même. Parce que lui-même a un point de vue idiosyncratique, puisque c'est une singularité. Donc, lui-même est replié sur lui-même, sur son univers, qui est le grand cosmos dans lequel on est. Mais, évidemment, ces différentes gradations d'idiots, c'était comme une façon de jouer, d'agacer les égos, les différentes personnes présentes à table, etc. Puis même de les aider à se définir. Donc, parce que ça décrivait une certaine de leurs caractéristiques, parce que ce qu'ailleurs a été appelé chief feature, une caractéristique principale, qui était son principal obstacle à son développement spirituel. D'avoir ce type de point de vue-là. Oui. Différents points de vue, et je connais sur 21 niveaux de conscience, c'était vraiment un enseignement assez fascinant. As-tu assisté à ce genre de repas-là? Oui, Gold les faisait. Oui, A.J. Gold, là, qui était à New York, Oui, qui était oui, il faisait des tours spirituel, si studio. on veut. Là, oui. OK. Oui. Non, c'est sûr. Mais c'était étonnant de voir des façons d'être, de fonctionner dans des sociétés, je ne sais pas si on peut appeler ça une société, en tout cas discrète, sinon secrète. Oui, c'est ça, disons discrète. Là. Oui, c'est ça. Pas occulte, mais qui font vivre des choses à des humains qui vont après ça travailler chez Hydro-Québec ou qui vont aller travailler au centre d'achat quelque part. C'est un peu, moi, comme il y a des musiciens. Je regarde des orchestres qui jouent, là, des orchestres classiques, là, total, avec le chef d'orchestre très célèbre, et puis que, bon, tout le monde joue. Et je regarde les visages des musiciens, et je retrouve des gens que je connais. Je me dis, mon Dieu, qu'il ressemble au facteur. Un facteur qui passe à la maison les lettres, là. Mais il n'est pas musicien, lui. Sauf qu'on se rend compte qu'on a autour de nous une panoplie incroyable de gens qui, dans un autre contexte, pourraient très bien être ceux-là. Ah oui, mais en plus, non, mais ça, c'est remarquable. Ça, c'est ce que j'appelle les types humains. Gold et Gurdjieff utilisaient l'anéagramme, l'étoile à 9 branches, avec les 9 types humains. Oui. On peut utiliser les 12 signes du zodiaque, mais ça, c'est remarquable. Moi qui a été dans des groupes à haut, qui en anime aussi, qui en a animé à travers les années, etc., j'ai toujours observé quelque chose de très étrange. C'est que si tu fais une certaine séquence d'ateliers, dans le cas de mes expériences à haut, il y a même des ateliers que pour toutes sortes de raisons, parce que j'étais moi-même un intervenant, j'ai fait plusieurs fois. Donc, il y a certains théâtres rituels que j'ai fait, je pense, 6 fois de suite. Bah oui. Mais ce qui est très drôle, c'est que de fois en fois, les gens qui sont présents sont tous les mêmes. Ils sont pas les mêmes. Ils ont gradué, ils viennent une année, puis là, l'année suivante, ils font autre chose. Mais là, il vient une nouvelle cohorte, mais ils sont tous assis à la même place. Ils ont toutes les faces de celles qui étaient là l'année T'as d'avant. vu ça déjà? Oui, Oui, c'est ça. par Oui. type humain. C'est des types humains. On a besoin pour qu'un groupe fonctionne, que certains soient plus émotifs, d'autres plus intellectuels, d'autres fermés, d'autres super ouverts et dansants. Et c'est ça qui fait le groupe, grand groupe vivant. Mais ça veut aussi dire que d'une fois à l'autre, ils vont tout le temps être tous là. Bien, dans les classes, dans les écoles, j'ai été professeur pendant des années, on était capable d'identifier, bon, le leader, le clown, Oui. le bouc émissaire, le petit malfaisant ou la petite malfaisante. On a tout le temps la panoplie de l'arc-en-ciel de tout. C'est ça, c'est pratiquement un pecking order. Même si on les change de classe, ils vont aller remplir la fonction qui manque. Ils vont s'adapter à un lieu pour faire partie de cet arc-en-ciel d'être. De possibilités-là, oui, c'est ça. Alors, à travers les événements qu'on vit, j'ai l'impression que toute la population vit une espèce d'initiation, de découverte de soi. L'initiation, c'est de t'initier à toi-même, de découvrir qui es-tu. Et quand tu commences à vivre ces expériences-là, tu te dis, c'est là qu'on voit vraiment qui tu es, et les autres voient qui tu es aussi. C'est ça, là, tu te dévoiles aux autres. Si tu es arrogant, si tu es égoïste, si tu es fraternel, si tu peux aider des gens, si tu peux être compatif avec des gens, tout se voit, là, et tout se voit
et ça va aider à séparer le bon grain de l'ivraie. Ouf! Hop Je là. n'irai même pas jusque-là. Je n'irai même pas jusque-là parce que justement, c'est ça le début de la sagesse, ça, entre guillemets. C'est pas qu'il y a des bons et des méchants. C'est sûr que je suis le premier à avoir un point de vue moi-même. Donc, il y a des gens dont les arguments me semblent nettement plus faibles. C'est sûr que sur le plan humain, t'as beau vouloir renoncer au jugement, tu vas quand même avoir une perception de ce qui se passe. Mais ça devrait pas être déterminé en termes de bien et de mal. Ça devrait pas être déterminé en termes de séparer le bon grain du mauvais grain, disons. C'est plutôt comment ces différentes forces-là peuvent trouver leur juste place. Parce que très, très souvent, ils trouvent pas leur juste place, mais plutôt comment je dirais, l'interférence, la difficulté, la violence viennent du fait que les énergies sont pas à la bonne place. Donc là à ce moment-là, la perception est en guillemets faussée. Les gens ont des peurs irrationnelles, les projettent sur d'autres. Quand on est en phase de développement, par exemple, de nouveaux paradigmes ou de nouvelles technologies. Moi, je vais vous donner un exemple de bête comme tes affections. C'est dans le sens concret. Quand la télévision était introduite dans notre société, nos parents en avaient peur. Là. Il fallait s'asseoir loin pour pas recevoir comme des rayons X. Il y a eu toute une génération de personnes qui s'habillaient chic pour regarder la télévision le soir parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient être vus par la télévision. Oui. Alors là, évidemment, on part à rire parce que c'est méconnaître cette technologie-là que de penser ça. Bon, je vais aller trop loin au bout de certains. Je vais prendre, pour illustrer mon propos, pas pour si tant gagner un point, je vais suggérer que certaines, pas toutes, des théories qu'on dit de complotistes sont de cet ordre-là. C'est de la peur devant une nouvelle technologie qui est introduite. Ça n'a même pas besoin d'être vrai, ce que je dis là. Essayez juste de réfléchir comme ça. Les vaccins sont une nouvelle technologie. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si c'est vraiment prouvé, etc. Donc, il y a une méfiance. Les gens traitent ça avec la méfiance qu'ils avaient, par exemple, face à la télévision. On se méfie de l'étranger, du nouveau. On se méfie de ce qui est nouveau, qui est étrange, etc. Et qui vient nous envahir d'une certaine façon. Alien étranger. Et là, on développe toutes sortes de théories pour expliquer qu'est-ce que ça pourrait être en fait. Autre chose, quelque chose de beaucoup plus malin, de beaucoup plus démoniaque, etc. Et là, ça s'élabore, ça grandit, et ça devient, de mon point de vue, du délire. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Si on revient en arrière sur mon exemple, dans mon exemple, les gens s'habillaient pour regarder la télévision, et on regarde ça, puis on part à rire, c'est presque niaiseux. En même temps, c'est cute, là. Les gens, au moins, étaient bien habillés. Il y avait une présence à soi. C'était peut-être des moments magiques. Mais ce que je dis, c'est que, de notre point de vue à nous, qui connaissons maintenant cette technologie-là, on peut rire un peu d'eux puis dire que c'est un peu stupide. Mais en 2020, là, la télévision le regarde. Donc, cette technologie-là, qui était anticipée par la peur, a s'est matérialisée. Donc, effectivement, c'est devenu possible que la télévision nous regarde. Là, c'est ce qu'on fait, là. Oui. Moi, je te regarde à travers l'écran de mon ordinateur, puis toi, tu me regardes à travers l'écran du tien, puis effectivement, on converse comme si on était dans la même pièce. Donc, cette technologie-là, qui était appréhendée par des gens qui comprenaient pas où était rendue la télévision, était quand même une intuition de ce que ça pouvait devenir. Voilà. Okay? Alain. Hein? C'est gros, là, ce que tu dis là. Non seulement c'est gros, mais c'est ça que je pense. Regarde, autrefois, le respect qu'on avait pour des statues, des icônes. On promenait la Sainte Vierge, on en faisait des célébrations, des cérémonies, avec une statue, puis on regardait le visage, je me rapporte à l'époque du Moyen-Âge, on faisait des dessins. Les gens étaient impressionnés par les visages dessinés sur des murs.
Il y avait Ben oui, l'impression ben oui. qu'il y avait des yeux qui les regardaient. Après, on faisait des pierres, au début, on mettait des pierres levées, ce qu'on appelle des menhirs. C'est comme des Pierres présents levées, pour les gens. simplement Ben pour représenter des êtres qui sont au bout du champ. Tu arrivais pour te battre contre un village, mais tu arrivais devant des pierres levées. Puis ça, c'était des êtres en pierre. Puis là, on était parti. Est-ce que justement, la folle du logis, là, l'imaginaire, l'imagination, elle ne fait pas dérailler tout le monde? Est-ce que l'intuition n'est pas une glace très glissante sur laquelle il y en a beaucoup qui ne savent pas patiner, puis ils tombent sur le dos, puis ils se oui, font mal? effectivement, c'est ça. Il y a une espèce de certain niveau de choses qui, d'un point de vue plus critique, plus rationnel, peuvent sembler avoir beaucoup d'affinité avec la psychose collective. Mais toi, de la manière que tu parlais, c'est comme si on avait provoqué, on a eu peur de la télévision et on l'a engendré, cette vision que la télévision nous regarde. Non, parce qu'aujourd'hui, on l'a. c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est ça. OK. C'est ça que j'ai comme un peu... tu sais, quand on parle Parce que ça va dans les deux sens. Hein. Est-ce que c'est l'alpha qui crée l'oméga ou est-ce que c'est l'oméga qui se rend compte qu'il y avait un alpha? Puis, c'est qui est la cause de qui? Un est la cause, l'autre est l'effet. Mais l'effet est provoqué parce qu'il y a eu une cause, puis la cause, elle va provoquer l'effet parce que ça va arriver plus tard. Exactement. C'est ça que la physique quantique nous amène comme réflexion, paradigme. C'est que, à quelque part, on se rend compte que au niveau où tout l'univers se déploie au niveau quantique, finalement, le temps n'existe pas. Il existe très réellement dans notre perception parce que notre perception est limitée. Mais dans nos cellules, Alain, on vieillit, le temps passe. Oui, c'est ça. On a une expérience du temps. Oui, on a une expérience du temps, là, oui. On a une expérience du temps. Je ne suis pas en train de devenir fou, je le sais bien. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette expérience du temps qu'on a là est en fait causée par des limites de notre perception. Des limites neurologiques, etc. Dans le sens où c'est comme une espèce de vision tunnel. C'est qu'on est dans la ligne de temps que nous, on perçoit. On ne perçoit pas les autres lignes de temps. On perçoit celle dans laquelle notre vie s'actualise, c'est-à-dire là où elle devient réelle. Dans tous les mondes où d'autres possibilités existent, là, on n'a pas accès à ça. Donc, on n'a pas accès à toute la surface de perception à laquelle on aurait accès si on s'ouvrait. Ou si on aurait une conscience plus élargie. C'est ça, une conscience plus élargie qui nous permette de voir le temps comme actuellement on voit l'espace. En fait, quand on regarde l'espace, par exemple, si on regarde vers l'horizon, au-delà de l'horizon, on ne voit rien. Moi, je dis toujours donc, on a une limite de perception dans l'espace. La conscience, c'est comme un drone qui a un œil dedans, une caméra. Et quand tu es à terre, tu ne vois pas loin. La météo, tu vois la météo, que tu regardes dans le ciel, les nuages, puis tout ça, tu montes au-dessus des arbres, hop, tu commences à voir à l'horizon, puis là, tu montes encore, oh là, tu vois très loin. Oh mon Dieu, il y a un orage qui s'en vient. Là, tu es conscient des événements qui s'en viennent sur Terre. C'est dans cette mesure-là que, figurativement, on peut dire qu'on peut voir l'avenir. Mais le temps est là, pareil. Oui, il est là. Tu as le présent, tu as le futur, puis tu as le passé. Mais ce que je veux dire, c'est que le futur est déjà réalisé. Puis le passé n'a pas cessé d'exister. Le futur est en préparation de se réaliser. On peut voir les nuages à l'horizon, mais si le vent tourne dans l'autre direction, les nuages ne vont pas arriver ici, ils vont passer ailleurs. Ah non, c'est ça l'expérience du temps. C'est le temps que ça prend à se réaliser, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, j'emploie un peu souvent la même métaphore, mais je vais la reprendre parce qu'elle aide à comprendre. Si on traite le temps comme de l'espace, là, on va prendre la métaphore, je pars de chez moi, à Belleuil, et je vais à Québec. Donc, je prends un chemin, puis je vais à Québec. Les chances que Québec existe quand je vais arriver à Québec sont très, très élevées. Pour toutes sortes de raisons, dont le fait que j'ai décidé d'y aller, puis dont le fait que Québec existe. C'est les deux raisons principales pour lesquelles, quand je vais arriver à Québec, et d'autres ont eu l'expérience d'aller là-bas et de dire oui, Québec existe, j'y ai été. Ils nous ont confirmé, etc. C'est ça. Mais effectivement, curieusement, quand je suis à Belleuil, je vois pas Québec du tout, là.
OK? C'est aussi ça le problème. Là, c'est juste une métaphore, mais c'est ça que je veux souligner. Alors, dans ce sens-là, mon voyage de Belleuil à Québec, c'est un déplacement dans l'espace, mais c'est aussi un déplacement dans le temps. Quand j'arrive à Québec, c'était mon futur avant, mais quand j'y arrive, c'est mon présent. Parce que maintenant, c'est mon présent, mais c'est tout ce qu'il y a autour de moi. Je vois Québec, je vois plus Belleuil. Mais Belleuil n'a pas cessé d'exister. C'est juste que là, c'est disparu de mon champ de perception ou de conscience. Alors, c'est la même chose. À ce moment-là, Belleuil est devenu mon passé. Mais il ne cesse pas d'exister. C'est juste que je ne le vois plus. En cours de route, quand tu arrives à Québec, tu ne le sais pas, mais ta mère qui vivait avec toi à Belleuil est morte. Ça peut arriver, ben oui, c'est sûr. Et ça vient de changer toute ta vie sans que tu en sois conscient. Oui, mais quand tu vas revenir à Belleuil, il y a déjà des gens qui savent que quand tu vas arriver, tu vas avoir un choc émotif. Et ta vie va avoir changé. Et toi, tu es allé à Québec et tout le temps que tu n'étais pas informé, que les autres le savaient, tu as continué à profiter de ton voyage merveilleux de touriste, etc. Et tu reviens à Belleuil. Et là, tu es heureux, tu es fantastique. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans le temps passé que tu n'as jamais eu connaissance, il y a eu un événement choc qui est arrivé. Et tu n'étais pas informé. Tant que tu n'en es pas conscient. Exactement. Non, mais on dit un peu la même chose. Oh oui, je ne te contredis pas. Là. Je cherche juste à trouver d'autres niveaux, d'autres nuances. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est c'est qu'actuellement, les gens s'étourdissent avec toutes sortes de phénomènes, puis de la PCU, puis d'autres choses, là. Bon, et ils ne se rendent pas compte que la réalité est autre que ce qu'ils sont capables de percevoir. Pour être capable d'aller plus loin, il faut que tu prennes de l'altitude et que tu regardes bien au loin. Oui. Ça s'en vient et ce qui va arriver, va arriver. Comme ils disent dans la Bible. Non, justement. Attends, c'est là que c'est subtil. Là. Oui, alors, c'est important. Ce qui va arriver, c'est très, très important. Ce qui va arriver, comme dans la métaphore, je vais à Québec. Parce que mon but, c'est Québec, mes chances d'arriver à Québec et que Québec soit réel sont extrêmement élevées. Okay? Ça, t'es sûr, tu le sais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est ce qui est arrivé, mais que tu ne sais pas encore. Non, il y a autre chose aussi. Il y a le fait que je peux décider d'aller à New York. Si je vais à New York, les chances que New York existe sont assez élevées aussi. Mais c'est une autre destination. C'est une autre destination. Là, à un moment donné, je suis sur la route, puis je vois une flèche tourner à droite, US Borders, puis j'y vais. Ça vient de changer mon destin. Hein? Ben oui. Là, maintenant, je m'en vais vers New York. Je m'en allais vers Québec, mais là, maintenant, je m'en vais vers New York. Et ça change tout mon destin. Alors, ce qu'il y a de génial là-dedans, puis au fond, je vais donner le crédit à Philippe Guillemant qui développe cette idée-là. Moi, je la développais de mon bord, mais lui, il la développe magnifiquement. Tu parles de Philippe Guillemant, le physicien français, là? Ah oui, merveilleux. Puis lui suggère que, en fait, le choc actuel qu'on vit, où on a un affrontement entre des conspirationnistes d'un côté, des gens qui croient à la science d'un autre, le développement vers le transhumanisme, la capacité de changer l'humain avec des nanoparticules. Il y a tout un univers de développement possible là, dans ces dimensions-là. Et lui, ce qu'il suggère, c'est que ce qu'on voit se combattre au présent maintenant, c'est différents futurs. Lui, il simplifie un peu en disant deux principaux, mais je veux dire, c'est différents futurs. C'est qu'en fait, ce qui prend la forme de perception de complot, de perception que c'est tout organisé dans le futur parce que c'est vers là qu'on s'en va. Donc, le nombre de forces qu'on a générées pour aller dans cette direction-là crée une espèce d'attracteur, puis il y a des synchronicités, des signes, des avertissements, des coïncidences, des actes manqués, des catastrophes qui viennent montrer que, mais non, on pourrait changer de direction. Alors, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, un autre futur, par exemple plus utopique, si on revient à la polarité dystopique plus utopique, c'est que un autre futur plus utopique envoie des signaux du futur au passé, au présent, pour réorienter notre conscience.
Donc, la capacité, effectivement, de voir est très, très, très importante dans le sens d'apprendre à être tune en anglais, là, syntonisé, là, d'être ouvert, d'être ajusté, d'être vraiment de pouvoir vibrer en harmonie avec ces signaux qui nous parviennent, d'être en résonance avec ces signaux-là. Puis, effectivement, à cause de ça, mieux orienter notre course. Et l'idée, c'est que ça serait même l'essence de la synchronicité, selon Guillemette. Je suis pas entièrement d'accord, mais c'est séduisant. C'est-à-dire que chez Jung, la synchronicité, c'est un contact acausal avec l'inconscient, avec celui-ci qui nous rêve, qui, d'une conscience plus vaste, nous donne un signal qui peut nous permettre de se réajuster, se rééquilibrer, réorienter notre vie. Mais chez Guillemette, c'est plutôt un signal du futur. C'est une intervention causale inverse dans lequel c'est le futur qui cause le présent en envoyant un signal. Et c'est ça qui crée des synchronicités. C'est ça qui crée des synchronicités, c'est parce qu'on est attiré vers un nouveau futur. Ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, rencontrer différents enseignements que j'ai rencontrés dans ma démarche, c'est venu de synchronicités minuscules, d'un petit signe sur un post-it sur un babillard quelque part dans une librairie. Ah, ça m'intrigue. Ah, oui. C'est un petit bout de papier sur lequel il est écrit « Quiconque a connu quelques secondes de présence peut lutter toute sa vie pour le retrouver ». Pas un signal facile à comprendre ou nécessairement si stimulant, rien de particulièrement sexy, mais il y avait un numéro de téléphone. Et ça a parti toute l'histoire là, de ma connexion avec la gnose. Puis, OK, oui. Alors, c'est comme télégraphier du futur, là. C'est comme si quelque chose sait dans le futur que toi, ta destination est même mieux orientée si elle va dans cette direction-là. Disons que c'est pas parce qu'elle le sait, c'est qu'elle te concerne. Et quand tu as vu le post-it qui était là que d'autres passants auraient pu voir, ça ne les interpellait pas. Ça t'a interpellé toi parce que c'est toi qui étais en parce que c'est moi qui vais être là au futur. Oui. OK. Mais regarde, je te donnerai un exemple concret qu'on connaît maintenant avec mes émissions, c'est Jean Deflore. Mm-hmm. Jean Deflore, qui vivait à Québec, dans la ville de Québec, dont on parlait tantôt dans notre voyage, là, lui, il a décidé de ne pas aller à Québec, il est allé en Floride. Mm-hmm. Et pour lui, la vie est complètement différente d'ici au Québec. Ils n'ont pas aucune contrainte. On dirait qu'ils ne vivent pas sur la même planète que nous, même s'il y a des gens qui sont victimes d'une grippe ou d'une maladie, comme il y en a toujours eu, et que peut-être elle est plus radicale cette année que les autres années. Mais ils ne vivent pas dans la peur ou l'inquiétude de quelque chose. Oh, t'exagères, hein. Lui, il me dit, on va au magasin, puis il dit, on n'est pas inquiété par personne, pas question d'être obligé. Mais ils prennent pas mal de précautions. En Angleterre, ils viennent d'enlever les contraintes, là, totalement, là, complètement, en disant, restez intelligent. Restez conscient que si vous êtes âgé, si vous êtes déjà avec des problèmes de respiration, tout ça, allez pas vous mettre dans le pétrin. Alors, il y a différents, quand on disait le point de vue, la conscience, comme on disait aussi, c'est une question de conscience. Est-ce que le troupeau... C'est une question de circonstances globales aussi. Alors là, on en revient au début de notre émission parce qu'elle achève, Alain. Moi, je suis bien content. Hein, la démarche que tu as fait avec nous autres, là, que tu nous as fait faire, là, c'est très génial. Tu nous dis au début, il y a une grande variété d'êtres humains dans leur tempérament, dans leur caractère, dans leurs émotions, dans leur physique, etc. Et on ne peut pas arriver à égaliser tout le monde pareil. Ça serait bien plate parce qu'on est dans la variété et c'est ça qui est la force, d'ailleurs, de la diversité. Dans les monocultures, on le sait, c'est néfaste. Si tu fais seulement cultiver du maïs dans des champs, tu n'as plus rien d'autre. À un moment donné, s'il arrive une maladie, tout le maïs disparaît, tu n'as plus rien. Alors, il faut que tu aies une variété, et c'est très important. Mais là, dans toute la démarche qu'on a vécue avec des événements qu'on connaît qui sont initiatiques pour tout le monde, c'est un beau moment qu'on a choisi de vivre. Et ça, je voulais qu'on finisse là-dessus, Alain. Est-ce que, on n'est pas fataliste, mais on est synchrone
avec le développement de notre âme, de notre esprit, appelons ça comme on voudra, on est synchrone. On arrive au bon moment pour vivre ce qu'on était prêt à vivre et qu'il nous fallait qu'on vive. Absolument. Mais il y a des choses, qui sont de l'ordre du collectif et des choses qui sont de l'ordre de l'individuel là-dedans. C'est toute l'interface là-dedans qui est très particulière. La collectivité est appelée à vivre certaines choses parce qu'on vit une crise planétaire. De l'autre côté, les individus peuvent tous et toutes en tirer des leçons extrêmement diverses. Extrêmement diverses. Je ne sais pas si le public s'est rendu compte que quand on a commencé l'entrevue ensemble, mais il faisait vraiment clair. Oui, c'est ça. Et là, soleil, ouais. il s'est passé 12 heures depuis qu'on a commencé et personne ne s'est aperçu que ça a duré 12 heures. On est rendu maintenant au milieu de la nuit chez toi. Oui, non, il faudrait quasiment que j'allume la lumière. Je sais pas Oui, non, mais non, c'est bon quand même. C'est un constat qu'on peut avoir et j'espère qu'on va se retrouver dans pas si longtemps, Alain. On a pris 1 an avant de se reparler. On a repris le temps. Hein? On n'est pas pressé, on prend le temps. Mais regarde ce que tu as amené comme information, point de vue. J'en ai pas d'autres invités qui parlent comme toi, là. Puis j'ai besoin de cette nourriture-là. Je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui doivent être emballés par toi, là, avec les propos que tu as tenus, les prises de conscience. Ils vont encore me dire que j'ai toujours interrompu, je ne l'ai pas laissé parler. Non, franchement, c'était pas le problème aujourd'hui. Non. Non, hein. Mais toi-même, là, Alain, tu as un site. Est-ce que des gens peuvent aller consulter? C'est quoi l'adresse? En fait, ça dépend. Là, il y a 2 choses. Moi, mon courriel, tout bêtement, c'est alain.niala.01@gmail.com. C'était pas celui-là avant, hein? Tu as changé de courriel? Oui, vraiment. OK, alors on le voit écrit en bas, là. OK. Oui, le numéro de téléphone. Est-ce que tu as un numéro de téléphone public comme avant? Oui. 514-910-3710. Il n'a pas changé. OK, on le voit apparaître. Hein. Oui. Puis, on peut passer par Facebook aussi, Messenger, etc. Ça, j'ai mon site Facebook, tout bêtement. En faisant quoi? Alain Niala, tout simplement? Ben oui, c'est ça. OK. Ah ben. Alors, j'espère que avec les réactions, les commentaires que tu pourras lire en dessous du vidéo Randia, tu seras encouragé à revenir. Ben oui, parce que bientôt je reçois un universitaire qui vient nous parler de la civilisation grecque, parce que je lui pose la question, mais pourquoi les Grecs sont omniprésents dans notre évolution? On ne peut pas passer à côté des Grecs, on pourrait passer à côté d'autres civilisations, mais les Grecs, incontournables. Ils sont là, ils ont toujours... Ils ont mis le grain de sel qui a marqué le développement de l'humanité, puis on ne peut pas y échapper. Alors, il va venir nous parler de ça. La semaine prochaine, je reçois quelqu'un de vraiment spécial qui est arrivé comme mystérieusement. Je vais vous l'expliquer quand vous allez comprendre en le voyant. Il s'agit d'un Asiatique qui me fait penser... Comment? Mais je tombe vraiment dans la nuit. Ah, ben OK. Et la lumière fut. Alors, on le voit actuellement. Et c'est un type qui a été... épargné de la fameuse guerre du Vietnam. Et il a été amené et il est abouti au Canada, alors qu'il était tout jeune. Et puis, il est retourné faire un tour au Vietnam. Il reconnaît les valeurs qui sont les siennes du début. Il reconnaît maintenant l'intérêt d'être ici. Puis, il a eu des enfants ici au Québec avec une Vietnamienne. Et tout ça est merveilleux. Et je pense que ça s'inscrit bien dans quelque chose d'une mouvance planétaire et extraplanétaire. Si vous êtes enlevé d'un cataclysme sur une planète pour être amené ailleurs, comment allez-vous le vivre? Comment allez-vous rêver de revenir comme c'est une utopie, alors que vous savez très bien qu'au Vietnam, c'était les bombes au napalm des Américains, c'était la destruction, c'était... Cauchemar. Et tu dis, je suis né là-bas, il faut que je retourne là-bas. Mais il est retourné, puis il est revenu ici. Alors, attention, ce qui est l'utopie pour certains, lorsqu'ils tombent dans la réalité, ça peut devenir la dystopie, ou au minimum, on préfère de changement de rive. Comme je disais la semaine dernière, on est sur une rive de la rivière Richelieu. Pendant qu'elle est gelée, c'est le temps de traverser. Allez-y, dépêchez-vous.
s'il n'y avait pas de pont, si on n'avait pas d'embarcation, les Indiens d'autrefois, à part d'avoir des canaux, mais en plein hiver, ils en profitaient pour traverser des grands lacs à pied sec. Je ne dis pas à pieds nus, là, mais parce que la glace est solide. Alors, ça va être notre démarche. Puis, je tiens à dire, avant qu'on se quitte, mesdames, messieurs, que Jean Deflore est déjà rendu, là, le fameux vidéo qu'on avait fait en parlant de utopie et dystopie avec Jean Deflore. C'est disponible depuis quelques heures, je dirais, ici dans le Club Créé, du mois de janvier. Et j'aurai peut-être le plaisir d'avoir un entretien avec Alain Niala, réservé aux abonnés du Club Créé dans les jours qui viennent. On verra. Je vous en donnerai des nouvelles. Il faudra lui demander. C'est parce que les propos que Alain tient, c'est des propos pointus. C'est pas donné à tout le monde d'être intéressé et de saisir la profondeur de cette démarche philosophique. Je suis tellement content d'avoir un vrai philosophe. Hey, je le connais, on se connaît vraiment, c'est vraiment connu, là. Et je l'ai vu dans des circonstances de vie. Ben, c'est ça, être philosophe. Fait que, vous voyez, moi, je trouve qu'il a rajeuni. Ah, ça, ouais, je fais ça en forme, malgré tout. Ben oui, malgré tout. Oui, ben merveilleux. Alors, on se donne un rendez-vous utopique. Ça pourrait effectivement être un bon sujet, évoquer le fait qu'entre l'utopie et la dystopie, il y a une capacité de créer le monde qu'on perçoit, qui est un enjeu très, très, très important. Parce que si on a une version dystopique du monde, ben, on finit par créer un monde dystopique. Est-ce qu'on peut se le faire malheureusement imposer? Ben, c'est sûr qu'on peut se le faire imposer. Parce qu'on n'est pas seulement, on est co-créateurs, comme dirait l'autre, on est tous des créateurs. Oui. Et si la majorité est créateur d'une dystopie, on tombe dans la dystopie de tout le monde. On est très, très loin d'être immunisé contre le fait que des choses puissent nous être imposées, puisqu'il s'agit d'une co-création. Donc, il y a beaucoup d'autres intervenants. C'est ça. Mais la façon dont on assemble ce monde-là dans notre conscience, dans notre perception, si elle se cristallise dans la peur, dans la paranoïa, on nourrit la bête, pour ainsi dire. On rend la dystopie plus dystopique encore. Mais comment faire pour s'en débarrasser? Hein? Comment faire pour s'en débarrasser quand tu manques de nourriture, quand tu manques d'argent, quand tu manques de garantie pour demain ou après-demain? C'est pas facile de ne pas nourrir la peur. C'est pas facile. Il n'y a pas de clé facile, mais tu te mets à l'écoute des signaux d'un monde meilleur qui t'appelle dans ton futur. C'est-à-dire que tu te mets à l'écoute de ce qu'il faut mettre en marche pour que le monde meilleur t'arrive. Parce que si tu focuses sur le monde négatif dans lequel tu es, c'est celui-là que tu vas obtenir. On le voit là, dans toute cette notion qu'on est tanné d'entendre, l'idée de se réinventer, la résilience, on en entend trop parler, mais c'est quand même ça qui différencie les différents intervenants. Ceux et celles qui sont accrochés, qui ont eu des idées nouvelles, d'autres approches, qui ont essayé des choses, dans le moment, ils sont mieux positionnés. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais je veux dire que c'est quand même ça la clé, là. Après ça, dépendamment d'à quel point ta situation est difficile, ça va être plus ou moins difficile de t'en sortir. Mais ça sera toujours possible si tu te mets à l'écoute de l'autre version que tu veux atteindre. Donc, si tu te mets à l'écoute des différents indices parce que le monde, là, la conscience, là, contrairement aux apparences, et c'est une des choses qui me fait le plus de peine, moi, dans l'état actuel des choses, c'est l'oubli du fait que le monde est bienveillant. On parle de conspiration, mais on oublie aussi qu'il y a une conspiration pour que ça marche. Quand tu parles du monde, est-ce que tu veux parler des humains, des êtres humains, ou tu veux parler du monde, the world, le monde? En fait, on peut le prendre comme on veut. Moi, ce que je voulais dire, c'est le cosmos, le monde, okay. La totalité. Je le répète, on est comme dans une matrice de celui-celle qui nous rêve. On est porté par une conscience collective à laquelle on a de la misère à se connecter, mais qui est bienveillante. Et parfois,
les différentes interactions, les différents points de vue génèrent littéralement des cauchemars là-dedans. Là. C'est pas simple, mais l'ensemble est bienveillant. C'est une expérience d'évolution. Alors, si on se retrouve dans une position difficile dans le labyrinthe, je parle beaucoup de ça dans mes cours sur le tarot, dans mon approche aussi en lecture de tarot. C'est l'idée de se repérer dans le labyrinthe. On se retrouve dans une situation qui est comme bloquée parce qu'en fait, on a avancé jusqu'à un cul-de-sac dans le labyrinthe. Donc là, pour retrouver notre réorientation, mais pour ça, il faut être à l'écoute des indices qui nous amènent à tourner dans la bonne direction vers celle qui nous amène vers la sortie de crise. Puis, il existe, les solutions sont tendues, mais des fois, ils sont refusés. Hein? D'autres fois, c'est pas effectivement la bonne solution qui te convient. Il faut que tu sois à l'écoute aussi de ce qui te convient. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que la difficulté. Il y a toujours une espèce d'équilibre entre la difficulté, aussi extrême soit-elle, puis le fait qu'il y a quelque chose qui permet d'en tirer quelque chose. C'est comme si c'était un phénomène de croissance. C'est les souffrances de la croissance. On est amené à devenir plus nous-mêmes qu'on l'a jamais été en étant à l'écoute d'une crise, puis de trouver les forces nécessaires à la surmonter. Mais on s'entend, là. C'est pas tout le monde qui est aussi chanceux. On a un grand sage au Québec qui nous a annoncé qu'on voyait enfin le début de la lumière au bout du tunnel. Oui, en souhaitant que ce pas un train qui arrive en face. Oui, c'est ça, tant que c'est pas un train qui s'en vient avec son spot allumé en avant, ou qu'au bout du tunnel, quand on va s'en approcher, on va voir que c'est du feu. Puis le feu est pris de l'autre bord. Ouais, il faut le vivre. Ben alors, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mesdames, messieurs, avec Alain Niala, qui n'était pas venu depuis plus d'un an, depuis plus qu'un an, alors qu'il était avec nous à tous les mois pendant les périodes de 2017-2018 à 2020-2021. Et on s'en ennuyait parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à nous apprendre avec l'expérience que collectivement on vit. Merci beaucoup, Alain. Au plaisir. Alors, comme à l'habitude, je demande à notre chère Geneviève, qui est juste en arrière du rideau là-bas, de lancer le générique. Et bonne semaine, à bientôt. En demeurant dans l'esprit positif, rappelons-nous du proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce qu'on appelle la réalité, c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est ce qu'on voit. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant. Sur le thème, la réalité, c'est ce qu'on voit. Et le convoi de camions? Un jour, verrons-nous un autre type de convoi dans le ciel qui vient des confins du cosmos? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Juste Surprenant, premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires sous le Vidéorandia de YouTube. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Spirale. Et le concepteur du site du Club créé, François Deschamps, webmaître. Et dans le Club créé, nous retrouvons à la fois au mois de décembre 2021 ainsi qu'aux abonnés du mois de janvier 2022 cette rencontre avec des médecins, ce qu'on disait en 1989 au Québec en rapport avec les problèmes qu'on connaît présentement. Pour les abonnés du mois de décembre, dans la salle du Club créé, il y a plusieurs invités, qui nous parlent des principes de santé, et aussi 2 émissions complémentaires en 2 parties, avec plusieurs invités autour d'une table ronde sur le thème de ce qu'on disait en 1989 au Québec de l'ésotérisme. Comment définir l'ésotérisme avec des livres, avec des conférences, avec aussi des invités qui donnent eux-mêmes des conférences et des enseignements. Alors ce sont des très bonnes émissions souvenirs qui nous montrent à quel point plus ça change, plus c'est pareil.
C'est intemporel, cette démarche. Et nous retrouvons pour les abonnés du mois de janvier, Jean de Flore, pour une rencontre de 73 minutes où on aborde de plein front les événements actuels et proches à venir. Surtout les dernières minutes de cette rencontre très exceptionnelle. Merci d'être abonné au Club Créé. Et un pouce par en haut, c'est toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Au plaisir et à bientôt.